2 missiles, 0 impact. Un calcul précis, une erreur fatale. La technologie voulait effacer un homme, mais c'est l'histoire qu'elle a réveillée. Comment comprendre que, dans le ciel du Sahel, une machine de guerre ait manqué sa cible, tandis qu'un nom, Ibrahim Traoré, s'est gravé dans la mémoire du continent. Cette nuit-là, un drone n'a pas seulement échoué à tuer, il a déclenché la renaissance d'une idée. Ce récit ne parle pas seulement d'une tentative d'assassinat. Il expose une fracture silencieuse entre ceux qui contrôlent le ciel et ceux qui le subissent. En révélant comment un simple virage a déjoué une frappe de l'OTAN, l'histoire d'Ibrahim Traoré promet de dévoiler le nouveau visage du pouvoir africain, celui qui répond à la force par la vérité. Découvrir ce renversement, c'est comprendre pourquoi la souveraineté devient la première arme du XXe siècle. Car derrière chaque donnée radar, chaque fragment de missile, se cache une question. Qui a le droit de décider de la vie d'un État ? Et surtout, pourquoi ce droit serait-il réservé aux autres ? Dans les prochaines minutes, vous verrez comment un échec militaire s'est transformé en victoire narrative, comment une attaque de drone a façonné un manifeste, et comment un président a redéfini la peur. 4 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le destin bascule. À 2000 pieds d'altitude, un drone MQ-9 Reaper, programmé pour tuer, a manqué sa cible. Le convoi présidentiel de Ibrahim Traoré. Cette séquence, enregistrée par un radar chinois installé à Ouagadougou, allait devenir la preuve d'une tentative d'élimination politique sans précédent. La nuit était calme, presque immobile, quand l'alerte a retenti au centre de commandement. Un point rouge obstiné sur l'écran, un appareil qui ne patrouillait pas, mais traquait. Monsieur le Président, nous avons une présence suspecte au-dessus de la route nationale 3, annonce un officier. Quelques secondes plus tard, le convoi coupe ses phares, quitte la voie principale, s'enfonce dans la poussière. 2 explosions sèches éventrent la route, l'endroit exact où la voiture présidentielle devait passer. 3 civils meurent sur le champ, la voiture d'État, elle, survit. À l'aube, les soldats ramassent les fragments. Les inscriptions sont claires. AGM 114, Made in USA. Des ingénieurs burkinabés, chinois et russes identifient un modèle de missile utilisé par les forces de l'OTAN. Chaque éclat devient une pièce à conviction, chaque donnée radar un acte d'accusation. Dans son bureau, Ibrahim Traoré observe les images, impassible. Il aurait pu ordonner une riposte. Mais il comprend que la véritable bataille n'est plus celle des armes, c'est celle du récit. Et dans cette guerre de narration, celui qui garde son sang-froid écrit l'histoire. C'est ainsi qu'une frappe ratée s'est changée en symbole et qu'un continent s'est soudain reconnu dans la survie d'un seul homme. Le capitaine Zongo se souvient du son avant même la lumière. Une vibration sourde, presque organique, qui traverse le sol juste avant l'explosion. Au centre de commandement, les écrans tremblent, les visages se figent. Le radar qu'il supervise depuis 3 mois, un modèle chinois critiqué par les partenaires occidentaux, vient de prouver son utilité. Il a sauvé la présidence. Dans la confusion, un officier hurle « Impact confirmé !» Mais Zongo, lui, ne célèbre rien. Il sait que 3 civils n'ont pas eu cette chance. Il sait surtout qu'un président vient d'échapper à une mort programmée. Sur les fréquences internes, une phrase circule. C'était pour nous. Cette nuit-là, le hasard a choisi un camp. Le lendemain, Ibrahim Traoré convoque l'équipe technique. Il écoute, prend des notes, ne hausse jamais la voix. Lorsqu'on lui montre les fragments métalliques marqués AGM 114, il se contente d'un hochement de tête. Puis il dit doucement « Ce n'est pas la guerre qu'ils veulent gagner, c'est le récit ». Cette phrase devient le point de départ d'une nouvelle stratégie, exposer les preuves, transformer la peur en narration, l'attaque en message. Autour de lui, les conseillers comprennent que la réplique ne viendra pas des armes, mais des mots. Et dans ce basculement discret, le Burkina Faso commence à écrire son propre langage de puissance. So what ? La vérité vient de trouver son microphone. Tout commence à 00h18. Le convoi présidentiel s'ébranle sur la route nationale. Voici une nouvelle section. 12 soldats, 3 véhicules, un ciel muet. Le vent du Sahel ne prévient jamais. Au centre de commandement de Ouagadougou, les écrans clignotent. Un point rouge s'immobilise à 2000 pieds. Le radar chinois, installé quelques mois plus tôt, détecte une trajectoire anormale. Ce n'est pas une patrouille, c'est une traque, murmure un analyste. À bord du premier véhicule, Ibrahim Traoré fixe l'horizon. Il ne voit rien, mais il sent la menace.
Coupez les phares, prenez la piste latérale, ordonne-t-il. Le convoi s'enfonce dans la poussière, les moteurs réduisent au silence. 4 minutes. C'est le délai exact entre la manœuvre et la frappe. 2 détonations sèches, brèves, chirurgicales. L'endroit où la voiture présidentielle devait passer devient un cratère incandescent. Des éclats de métal volent à plusieurs centaines de mètres. La terre tremble, les communications saturent, puis plus rien. Silence. Un silence qui pèse, qui s'étire. Puis une voix sur la radio. Tout va bien, nous sommes en vie. Dans les véhicules restants, des hommes se signent. Personne ne parle de miracle. On parle de calcul, de destin, de réflexe. Quelques kilomètres plus loin, le président ordonne un arrêt. Il descend, regarde le ciel noir et dit calmement « Ils ont tiré, mais ils ont raté ». La phrase devient mot de passe, symbole de survie. À l'aube, des drones civils filment le cratère. Les images circulent sur les messageries cryptées avant même l'enquête officielle. On y distingue des lettres gravées. AGM-11, voici une nouvelle section. Les techniciens confirment, missile Hellfire, fabrication américaine, plateforme MQ Reaper. Le scénario ne laisse aucune place au doute. L'après-midi, un message interne circule au palais. Ne répondez pas encore. Collectez, vérifiez, montrez. Le président choisit la lumière au lieu de la riposte. Les généraux protestent. C'est un acte de guerre. Il répond. Non, c'est une preuve. Et les preuves ont plus de portée que les bombes. Le soir même, la cellule de communication reçoit l'ordre de compiler les données radar, les fragments et les vidéos satellites. Pas de communiqué, pas encore. Ce silence contrôlé devient une arme. Le pays entier retient son souffle, attendant la suite. Dans les cafés, dans les casernes, une question revient. Pourquoi cette attaque? Et surtout, qui l'a autorisée? Le mystère reste entier, mais une chose est sûre. La frappe ratée vient de réveiller bien plus qu'un homme. Elle a réveillé une idée. Avant l'attentat, le Burkina Faso enregistrait une moyenne de 2 survols de drones étrangers par semaine. 3 jours après la frappe ratée, les radars en comptaient 12. Puis un 500% d'activité anormale, selon le rapport du centre de surveillance. Cette hausse brutale ne relevait plus du hasard. Elle dessinait une traque organisée. Les ingénieurs du ministère de la Défense ont récupéré 3,7 kg de fragments métalliques. Chaque pièce a été photographiée, pesée, cataloguée. Les marquages AGM 114R2 Hellfire correspondaient exactement au stock déclaré par les forces de l'OTAN opérant dans la région du Sahel. Un code de série, visible sous la suie, liait même le missile à un lot fabriqué en Arizona. Preuve technique mais aussi politique. L'ombre de la chaîne logistique occidentale planait au-dessus du drame. Les données radar, elles, ont été analysées par un consortium mixte sino-burkinabé. Elles montraient une séquence claire, verrouillage sur un convoi mobile, correction automatique de trajectoire, double tir dans un rayon de 200 mètres. Des paramètres typiques d'une frappe de poursuite, non d'une reconnaissance. Autrement dit, quelqu'un voulait abattre une cible mouvante, pas surveiller une zone neutre. Dans une salle close du palais présidentiel, Ibrahim Traoré assiste à la présentation. Sur un écran géant, la trajectoire du drone se dessine en rouge. Les points clignotent, les chiffres défilent, puis vient le silence. Le président regarde les visages de ses officiers et dit « Ils n'ont pas frappé un lieu, ils ont frappé une souveraineté ». Cette phrase résume la transition du factuel vers le symbolique. Car les chiffres, aussi froids soient-ils, racontent une histoire de frontières invisibles, celles que les technologies imposent sans mandat. Avant cette nuit, la souveraineté du ciel africain était un concept théorique. Désormais, elle est mesurable en coordonnées GPS, en séries d'impact, en pertes humaines. Dans les jours qui suivent, les données sont consolidées dans un rapport de 187 pages. Chaque annexe relie un signal radar à une position GPS, chaque photo à un moment précis. Les enquêteurs identifient la signature numérique du Reaper. Une fréquence de 5,3 GHz identique à celle utilisée lors d'opérations au Niger et au Tchad. Les preuves convergent, les doutes se dissipent. La frappe ratée n'est plus un incident isolé. C'est un événement systémique, un maillon d'une chaîne plus vaste. Et lorsque le rapport est présenté au président, il conclut d'une voix ferme « Nous ne répondons pas aux missiles, nous répondons à la vérité ». Cette ligne, reprise par les médias, marquera la naissance d'une doctrine. Une doctrine où les données deviennent des armes et où chaque chiffre pèse autant qu'un projectile.
Les chancelleries occidentales ont choisi la prudence. Un communiqué, 10 lignes à peine. L'OTAN est au courant des allégations du président burkinabé. Aucune mission offensive n'a été autorisée. Le mot-clé était là. Allégation. Sous-entendu, pas de preuves, seulement un discours. Dans les jours suivants, des experts de défense à Bruxelles et à Washington ont avancé l'hypothèse d'une erreur de ciblage. Selon eux, le drone aurait poursuivi une bande armée opérant dans la région, et le convoi présidentiel se serait trouvé sur la mauvaise route au mauvais moment. Version sobre, techniquement plausible, politiquement commode, mais les faits, eux, racontent autre chose. Les coordonnées GPS montrent un verrouillage actif sur un convoi mobile. Les images thermiques prouvent un suivi manuel pendant 14 minutes, incompatible avec une frappe automatique. Et surtout, les fragments récupérés portent le même numéro de série que ceux utilisés lors d'opérations conjointes de l'OTAN dans le Sahel. Difficile de parler d'accident quand la signature électronique correspond à un modèle opérationnel précis. Ibrahim Traoré, dans ses entretiens ultérieurs, n'élève pas la voix. Il ne parle pas de vengeance, mais de méthode. Une erreur peut arriver une fois. Pas 3 fois, pas sur un président, pas avec un missile à 2000 pieds. Cette phrase, diffusée à la télévision nationale, devient une réfutation publique. Elle oppose à la version diplomatique une logique irréfutable. La répétition n'est pas le hasard. Dans les studios occidentaux, certains analystes finissent par concéder à demi-mot que la thèse de l'erreur ne tient pas. Mais au-delà du débat technique, le plus marquant reste la posture. Un chef d'État africain a retourné la grammaire du doute contre ses accusateurs. Et dans ce retournement, une certitude s'impose. Le Burkina Faso vient d'imposer son propre standard de vérité. Le silence est devenu sa riposte. Pendant que les diplomates calculaient leurs mots, Ibrahim Traoré préparait les siens. Pas de missiles, pas de menaces, un discours. 6 minutes en direct à la télévision nationale. Pas de drapeau, pas de prompteur, seulement une lumière blanche et sa voix. Ils ont essayé de me tuer. Cette phrase, nue, sans pathos, fissure le paysage médiatique. Le peuple se réveille avant l'aube. Les radios saturent, les cafés se remplissent. En quelques heures, la vidéo franchit 10 millions de vues. Le lendemain, 50. Une semaine plus tard, 200. L'Afrique entière écoute ce qu'aucun dirigeant n'avait osé dire. Qu'un président africain pouvait affronter l'Occident sans trembler. À Bruxelles, les bureaux s'illuminent avant l'aube. À Washington, les ambassades s'agitent. Les mots d'un seul homme viennent de désarmer la machine diplomatique, car à ce moment précis, le narratif change de camp. Ce n'est plus une histoire d'armes, mais de regards. Et dans ces regards, le visage d'un continent commence à se redresser. Les jours qui suivent le discours ressemblent à une secousse tectonique. Le Burkina Faso se réveille d'un long silence. Les radios locales ouvrent leurs antennes, les journaux titrent « Ils ont voulu effacer un homme, ils ont réveillé un peuple ». Les foules descendent dans les rues, brandissant des pancartes, où s'écrit une idée simple « Nos vies comptent, nos dirigeants aussi ». Voici une nouvelle section. Dans les casernes, la discipline prend un autre sens. Les soldats répètent la phrase du président « Nous répondrons par la vérité ». Les écoles publiques observent une minute de silence pour les 3 civils morts dans la frappe. Les instituteurs racontent leur nom, leur métier, leur courage. La douleur devient le socle d'une dignité nationale. Le mot souveraineté quitte les discours officiels pour entrer dans le langage quotidien. Voici une nouvelle section. 17 pays africains publient des communiqués de soutien. Le Mali, le Niger, le Tchad, la Guinée, le Soudan s'alignent ouvertement. L'Union africaine convoque une session d'urgence. Une attaque contre un chef d'État africain est une attaque contre l'Afrique. Cette déclaration marque un précédent. Jamais l'institution n'avait désigné une agression étrangère d'une telle clarté. Pour Ibrahim Traoré, c'est une victoire symbolique. La peur diplomatique a changé de camp. Voici une nouvelle section. Dans les marchés, les conversations changent de ton. Les citoyens parlent de justice, non plus de fatalité. Les familles des victimes sont reçues au palais, sans protocole, sans caméra. Le président pose sa main sur chaque cercueil et murmure « Leur mort aura un sens ». Cette simplicité devient un acte de gouvernement. Voici une nouvelle section.
Les chancelleries occidentales oscillent entre embarras et silence. Les rédactions hésitent à publier. Mais sur les réseaux, l'histoire circule plus vite que les démentis. Des vidéos, des poèmes, des chansons reprennent la phrase « Ils ont raté le drone, mais pas le message ». À Paris, Londres, Berlin, des manifestants africains brandissent son portrait. En quelques semaines, un hashtag né à Ouagadougou devient un cri continental – Afrique debout. Ainsi, d'un échec militaire naît une cohésion sans précédent. Et dans cette cohésion, un homme, Ibrahim Traoré, cesse d'être une cible, il devient une boussole. 6 mois après la frappe manquée, le temps ne s'est pas arrêté. Mais il a changé de direction. Autour du Burkina Faso, le Sahel entier semble respirer autrement. Les observateurs parlent d'un basculement géopolitique. Les habitants, eux, parlent simplement de dignité. Voici une nouvelle section. Si la stabilité interne se maintient, le pays pourrait consolider ses alliances régionales. Les radars chinois reliés aux bases burkinabées formeraient un réseau de détection africain intégré. Les investissements dans le solaire et les systèmes anti-drones locaux soutiendraient une indépendance progressive. L'économie resterait fragile, mais la cohésion nationale deviendrait la première ressource. Voici une nouvelle section. Dans cette projection, la posture de Ibrahim Traoré inspire un mouvement plus vaste. Des gouvernements voisins adoptent la même rhétorique de souveraineté. Des accords bilatéraux remplacent les dépendances traditionnelles. Le Ghana, la Guinée et le Tchad rejoignent une coalition sécuritaire panafricaine. Si cette coordination survit aux pressions économiques, elle pourrait redéfinir les équilibres du continent. L'Afrique ne réagirait plus aux crises, elle les anticiperait. Voici une nouvelle section. Mais si les sanctions s'intensifient, si les campagnes de désinformation s'amplifient, le mouvement pourrait se fissurer. Les partenaires occidentaux disposent encore de leviers financiers, médiatiques, technologiques. Un isolement prolongé ferait peser le risque d'une fatigue sociale. Et pourtant, même dans ce scénario sombre, une constante demeure. Le récit a changé d'auteur. Le pouvoir symbolique ne réside plus à l'extérieur. Il se parle désormais en mouré, en bambara, en wolof, dans les langues des peuples. Ainsi, quelle que soit la trajectoire, le message de cette nuit reste inchangé. Quand un peuple refuse la peur, l'histoire elle-même doit réécrire ses règles. Dans les rues de Ouagadougou, les visages ne parlent plus de peur. Ils parlent de clarté. Les gens savent désormais ce que vaut une vérité dite à voix haute. Dans les marchés, on cite les mots d'Ibrahim Traoré comme on citerait un proverbe. Ils ont voulu tuer un homme, ils ont blessé une idée. Les étudiants repeignent les murs des universités. On y lit « souveraineté et le devoir ». Les écoles diffusent des extraits du discours présidentiel pour enseigner la rhétorique du courage. Ce n'est pas une propagande, c'est une éducation civique née du choc. Les jeunes ne rêvent plus d'exil, ils rêvent d'utilité. À Paris, Montréal, Abidjan, les Burkinabés de l'extérieur organisent des veillées. Ils ne réclament pas des drapeaux, mais des récits justes. Sur les réseaux, ils traduisent les discours, commentent les vidéos, construisent une mémoire numérique de la souveraineté. Pour eux, l'épisode du drone n'est pas un scandale. C'est un miroir. Dans les villages, les mères racontent à leurs enfants la nuit du drone. Elles disent « C'est quand la peur a reculé que le pays s'est levé ». Cette phrase simple résume le basculement, car désormais, la politique n'appartient plus aux élites, elle appartient à la conscience collective, et cette conscience, patiemment, transforme la colère en maturité, la peur en devoir, après le choc, le plan. Ibrahim Traoré n'a pas laissé la ferveur devenir inertie, il a transformé l'émotion en méthode. Le programme qu'il baptise « Souveraineté intégrale » repose sur 3 axes majeurs. Voici une nouvelle section. Réarmement technologique. Créer des radars, brouilleurs et satellites africains produits localement. Chaque appareil construit au Burkina Faso doit porter une devise unique. Protéger sans dépendre. Les universités techniques s'associent à des ingénieurs civils pour concevoir des prototypes testables dès 2026. Voici une nouvelle section. Indépendance énergétique. Diversifier les ressources. Solaire, hydrogène, biofuel. Les centrales régionales visent une couverture de 60% du territoire en 3 ans. L'objectif n'est pas l'autarcie, mais la stabilité. Un pays qui éclaire ses villes reste libre. Voici une nouvelle section. Reconstruction morale.
former une génération qui relie la dignité à la compétence. Dans les écoles militaires comme dans les lycées civils, la discipline de la souveraineté devient un module obligatoire. Chaque citoyen doit savoir ce qu'il défend et pourquoi. Voici une nouvelle section. Coopération panafricaine. Les alliances ne sont plus verticales mais latérales. Les États africains partagent les données de défense et les innovations civiles. Une charte commune établit que toute attaque contre l'un sera documentée par tous. Ces étapes ne promettent pas la victoire immédiate. Elles promettent quelque chose de plus solide, la constance. Car la liberté n'est pas une émotion, c'est un travail quotidien. La route nationale 3 est redevenue tranquille. Les cratères ont été comblés, mais la terre garde la mémoire. Chaque pierre, chaque grain de sable porte encore la trace de cette nuit où le destin a hésité. Un radar, un virage, une décision, c'est tout ce qu'il a fallu. Et dans ce triangle de hasard et de lucidité, une nation s'est redressée. Ibrahim Traoré marche parfois seul sur ce tronçon reconstruit, sans escorte, sans discours, simplement le bruit du vent. Un officier raconte. Il s'arrête toujours au même endroit, là où tout a commencé. Pour le monde extérieur, ce n'est qu'une route. Pour le Burkina Faso, c'est une cicatrice devenue repère. La preuve tangible que la survie peut être une stratégie et que la patience est une arme. Il n'y a pas de triomphe éclatant, pas d'apothéose, seulement une certitude grave. La souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Et dans le silence du Sahel, cette phrase résonne plus fort que n'importe quelle explosion. Il reste les mots. Ceux qu'on répète dans les foyers, dans les classes, dans les rues. Ceux qui rappellent qu'un peuple n'a pas besoin d'armes pour exister, seulement de mémoire. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement celle d'un homme, c'est un miroir tendu à tout un continent. Un miroir où chaque Africain peut se reconnaître sans honte, sans tuteur, sans peur. Dans les cafés d'Abidjan comme dans les villages de Bobo-Dioulasso, on parle de cette nuit comme d'un commencement. Le drone a manqué sa cible, mais il a touché la conscience. Et quand une conscience s'éveille, aucune technologie ne peut l'effacer. Alors, partagez cette histoire, racontez-la, enseignez-la. Parce qu'une vérité répétée 1000 fois devient un rempart, et qu'un peuple qui refuse de mourir finit toujours par renaître. Mais au fond, la vraie question reste entière. Jusqu'où ira cette renaissance africaine commencée dans le ciel du Sahel ?